L'IA pour l'amélioration des services d'un territoire, ce n'est pas qu'une théorie, c'est aussi de la pratique. Et nous allons céder la parole à Jean-Paul Muller, qui est directeur technique innovation chez Inetum, pour nous expliquer cela avec un grand luxe de détails. La parole est à toi, Jean-Paul. Merci. Ouais. Effectivement, alors pour démarrer un peu la journée, un cas pratique. Vous le savez tous, le 28 novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT. Eh bien, je ne vais pas vous en parler. Parce qu'en fait, il y a eu une IA, une vie de l'IA avant de ChatGPT. C'est pas que je ne peux pas vous parler, je pourrais vous parler beaucoup de ChatGPT. Ça fait à peu près 12 mois qu'on est maintenant avec ChatGPT et les LLM, ses cousins et autres grands langages d'autres grands modèles de langage, pardon. Mais ça va pas être le propos de cette intervention. Je vais vous parler de choses sur un focus très très concret, qui rentre dans l'idée des use cases qui ont été présentés. C'en est un autre. L'assistance à la classification des liasses de documents pour les dossiers d'aides sociaux. Donc aujourd'hui, au niveau des départements, il y a, je ne vous apprends rien, des possibilités d'avoir des aides sociales, et les dossiers d'aides sociaux, d'un point de vue purement fonctionnel, ce sont la plupart du temps, ça reste du papier, parce que structurellement parlant, les personnes qui ont besoin de ce genre d'aide n'ont pas forcément accès à la numérisation, au numérique. Donc il y a des plateformes qui sont en ligne, il y a des plateformes qui permettent de faire de la digitalisation de tout ça, mais qui ne sont pas forcément encore utilisées. Et donc très majoritairement, les départements reçoivent encore des grands paquets de liasses pour la constitution, le traitement des dossiers. Et ces dossiers ont des particularités, pardon. C'est que souvent, on a les mêmes classes de documents à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grands thèmes avec les dossiers, les pièces jointes qui sont... Alors déjà, il y a le dossier en tant que tel, et puis il y a des pièces jointes. Les pièces jointes, elles vont être relatives à des situations familiales, des situations médicales, etc., etc. Sauf que les documents ne se ressemblent pas du tout, et il y a une problématique de classement au départ pour décider dans quel tas va telle pièce jointe lorsque l'alias arrive au département. Ensuite, il n'y a pas d'ordonnancement, c'est-à-dire qu'en fait, mécaniquement, lorsque on sort le papier de l'enveloppe, il n'est pas trié. Et donc le dossier peut être dans n'importe quel sens, ce qui pose en fait aucune base d'hypothèse qui peut être positionnée au niveau du premier démarrage de classement. Ensuite, il y a énormément dans ces dossiers d'écriture manuscrite qui rend, pareil, mécaniquement, une difficulté complémentaire en termes d'analyse automatisée. Et puis le dernier point, c'est que il y a quand même, c'est pareil, je vous apprends rien, une certaine complexité administrative au niveau des types de dossiers, au niveau des versions de dossiers, au niveau de toute la capacité qu'il y a. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que s'il y a une complexité administrative, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides qui sont accessibles, reste que c'est quelque chose d'assez compliqué en termes de traitement. Si on fait un petit focus sur comment ça se passe aujourd'hui, le processus, c'est assez simple. Le département reçoit une enveloppe dans laquelle il y a beaucoup de papier. On a des liasses qui vont jusqu'à 50 pages, à l'intérieur de laquelle il y a deux catégories. Il y a le dossier constitutif en tant que tel, qui est quelque chose de normalisé, des dossiers CERFA, des choses comme ça, etc., qui dépendent pas mal des départements, mais qui sont au moins normalisés, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours la même chose pour cette partie du camion. Et puis il y a toutes ce qu'on appelle donc du coup les pièces jointes, qui vont être dans des grandes classes, qui sont censées être les mêmes, mais qui ne sont absolument pas en termes de définition de structure normalisée. C'est-à-dire qu'on va avoir les fameux justificatifs de domicile, qui est une des classes les plus simples à traiter, mais quand on a des rapports de tribunaux, des situations familiales, des décisions de justice ou des rapports médicaux, c'est jamais la même structure, c'est jamais les mêmes éléments, et donc on a une grosse problématique au niveau du traitement. Et donc c'est une personne qui va regarder l'alias des 50 pages, et puis qui va les mettre dans des tas, et qui va faire des séparateurs, les fameux séparateurs à code barre, pour que ça puisse être ensuite scanné par une autre personne. Et ce scan va être automatisé, va automatiquement, entre guillemets, catégorisé pour être envoyé dans la gestion électronique de documents, les documents qui auront été triés à la main avec un processus intellectuel humain. Une fois que c'est dans la
gestion électronique du document, il faut reprendre les liasses de documents et les informations qui ont été mises dans la GED pour aller extraire des informations. De qui on parle, pour qui est le dossier, quelle est la date de naissance, est-ce que la personne est déjà dans le système, quel est le type de demande, est-ce que c'est une modification, est-ce que c'est un nouveau dossier, etc., etc. Et une fois que ces informations sont saisies, alors le dossier peut être instruit par les experts qui vont bien. Évidemment, il y a des zones sur lesquelles il y a des temps de traitement longs. Je ne dis pas qu'il y a une perte de temps, mais en tout cas, il y a des temps de traitement longs. L'acte de classification de 50 pages de liasse dans des classes, il faut analyser unitairement. Donc la personne, elle regarde, elle lit un peu ce que c'est, elle se dit, ok, ça c'est facile, c'est dans telle, la partie médicale. Et puis celui-là, c'est plus compliqué. Ça. Donc cette partie-là est très très longue. Et le temps de traitement, de reprise, de relecture des informations qui ont déjà été scannées est un temps de traitement aussi. Du coup, comme il y a beaucoup, malheureusement, de dossiers à traiter, on se retrouve avec des délais parfois très très longs avant la première prise en charge, en fait, par la collectivité. L'idée, c'est de pouvoir précatégoriser, évidemment, de manière générale, de précatégoriser pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu que le tri soit fait par une personne à la main, l'idée, c'est de pouvoir sortir l'alias, scanner l'alias dans n'importe quel sens, peu importe, et donc de faire aucun tri initial, et d'avoir quelque chose derrière, une intelligence, du coup artificielle, si elle n'est pas humaine, qui va faire l'exercice de traiter et de scanner, enfin de classifier, l'ensemble des pièces jointes pour faire des propositions de classification et des extractions. Une fois que le système sait de quel type de dossier on est en train de parler, une fois que le système sait de quel type de demande sur quel type de dossier il s'agit pour cette liasse, d'aller extraire les informations qui sont nécessaires pour la suite du traitement de l'alias et donc de la demande d'aide. Une fois dans l'idée, ces premières classifications et ces extractions d'informations réalisées, on va proposer ces résultats à une personne qui va valider si le système a effectivement fait correctement la classification, modifier éventuellement s'il y a des erreurs, et puis une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on va remettre à jour la base et le dossier va pouvoir être instruit. Donc en théorie, on aura gagné beaucoup de temps au niveau 1 de la saisie, parce qu'il n'y aura pas de ressaisie, il y aura plutôt de la correction, et 2, en théorie, au niveau de la classification, parce que le travail aura déjà été fait. Alors, comme c'est encore le matin, comme vous êtes encore en forme et bien réveillé, on va soulever le capot ensemble, techniquement, et je sais que vous êtes des grands spécialistes techniques de l'intelligence artificielle. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe en dessous, pas tellement pour que, honnêtement, vous compreniez exactement, mais que vous ayez une idée, notamment en termes de ce qui se passe derrière quand on ouvre le capot, et un peu désacraliser l'aspect, c'est facile, c'est simple, c'est automatique, mais en même temps, je dis pas que c'est complexe, et pour montrer qu'on arrive à faire beaucoup de choses sur un process qui, somme toute, paraît finalement assez facile. Il suffit de classer les documents. Et puis on nous a tous dit depuis des années que l'IA était très bonne pour classer les photos de chats et les photos de chiens. Vous avez tous entendu parler de ces exemples-là. L'IA, on lui donne une photo de chien, et puis on lui apprend 10 000 fois une photo de chien, et puis il sait reconnaître les chiens. Donc là, c'est pareil, c'est facile. Il suffit d'apprendre 1000 fois le dossier médical, et puis on va reconnaître le dossier médical. C'est pas si simple que ça, parce que dans le processus, on s'aperçoit qu'il y a déjà plusieurs étapes. La première étape, c'est il faut définir quel est le type de dossier. Il y en a pas mal. MDPH, APA, SPH, les fonds de compensation, etc. Il y a donc beaucoup de cas possibles et beaucoup de types de dossiers. Et dans première intention, il va falloir trouver quel est le type de dossier pour pouvoir derrière lancer les processus de classification qui dépendent du type de dossier. Alors pour faire ça, en fait, on va devoir, comme les photos de chiens et comme les photos de chats, essayer d'apprendre à l'IA qu'est-ce que c'est un dossier MDPH, qu'est-ce que c'est un dossier SPH, et donc trouver une signature au dossier. Sauf que le dossier, c'est pas une photo de chat, c'est pas une photo de chien, c'est une liasse de documents qui varient. C'est jamais la même chose. C'est toujours pareil, mais c'est jamais la même chose. Donc en fait, en s'amusant à faire, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, en s'amusant à faire des systèmes de vignettes et une fusion des images des scans,
on arrive à créer une signature qui permet d'entraîner une IA à faire ce qu'on appelle des clusters, et donc de séparer, une fois qu'on aura vectorisé, donc là je vous donne plein de termes méchants pour la matinée, un vendredi en plus, une fois qu'on aura vectorisé, mis en mathématiques l'image, on va s'apercevoir que les images ont une certaine similarité que l'œil humain ne peut pas détecter en termes de fusion de dossiers, mais que la machine finalement s'en sort plutôt pas mal à reconnaître, comme encore une fois les photos de chiens et les photos de chats, mais sur un dossier, sur des dossiers qui ne sont pas similaires les uns avec les autres en termes de taille de page et de nombre de pages. Et une fois qu'on a fait cet exercice de séparation, de cluster, ouais, donc là, c'est le résultat réel, hein, avec les ASPH, les fonds de compensation, etc. Donc les types de dossiers se séparent. Et ben, il suffit de comparer un nouveau vecteur qui est issu d'un nouveau dossier pour pouvoir faire la classification. Voilà. Pour aller un peu plus loin, on va utiliser, alors là vous avez des signes chinois. Oui, en fait, il existe aussi des IA qui proviennent pas que des États-Unis et qui sont open source et qui sont, attention, alors là je prends des pincettes, mais on peut vérifier la traçabilité des choses qui viennent de Chine. Il n'y a pas que Tesseract. Et est-ce que Google est pire que l'université de Shanghai? Je ne sais pas. En tout cas, quand on vérifie les licences et qu'on est très prudent sur les codes, puisqu'on a accès aux codes, donc on peut exactement voir ce qui se passe, il est intéressant d'utiliser aussi des licences open source qui viennent du monde asiatique. Et en termes d'OCR, il s'avère qu'ils sont plutôt forts au niveau asiatique parce qu'en fait, ils ont des grosses difficultés au niveau des langues et au niveau des reconnaissances de caractères qui ont fait qu'ils ont développé finalement pas mal de compétences. Et on peut utiliser aussi ce type d'OCR. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser Paddle. Nous, on n'utilise pas de l'OCR sur ce type d'exercice parce que c'est le meilleur, hein. On va ossiriser, donc passer en texte les éléments discriminants de la reconnaissance d'un dossier. On va avoir le texte du CERFA, etc., etc. Donc, et puis on va, pareil, on va prendre le dossier en entrée et on va comparer finalement l'ensemble des mots qui constituent le dossier qui rentre à l'ensemble des mots qui constituent les pages de référence. Et une fois qu'on a eu le match, on continue X fois, et une fois qu'on a le match, on en a 2 ou 3 par exemple, qui ressemblent à un dossier MDPH, alors on peut décider de faire la classification. Donc rien que pour savoir quel type de dossier c'est pas si simple que ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va falloir aller reconnaître la demande chapeau. C'est-à-dire, une fois qu'on sait quel type de dossier c'est, il faut aller reconnaître la case qui a été cochée pour savoir si c'est une mise à jour, pour savoir si c'est une demande de repas à domicile, pour savoir si c'est une demande d'aide, etc., etc. Et ça, c'est lié en fait à la case à cocher que la personne aura faite. Alors, premier élément, c'est qu'il faut déjà réaligner. Si on veut faire des comparaisons, il faut réaligner les documents. Ça, c'est une opération qui est relativement simple. Et après, une fois qu'on a réaligné les documents, on connaît les coordonnées sur lesquelles, dans le document, se trouve la case à cocher, c'est-à-dire l'endroit qu'il faut vérifier. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, alors en fait, il va falloir entraîner, non pas une IA qui reconnaît les chats et les chiens, mais une IA qui reconnaît les cases cochées ou les cases pas cochées. Donc ça, évidemment, ça n'existe pas sur étagère, donc il faut constituer des datasets qui vont faire l'exercice, surtout dans le contexte des cases et puis de la manière que les gens ont de cocher. Vous avez quelques petits exemples en haut. Il y a des choses qui, en fait, comme les gens écrivent et débordent, ça peut être considéré comme du cocher, enfin bref, etc. La problématique va être la même, hein, toujours pareil, nos histoires de clusters, séparer les choses, on s'aperçoit que le coché et le pas coché, ça va, c'est assez séparé. Il peut y avoir des états un petit peu en chevauchement, mais ça passe plutôt bien. Et puis voilà, on a ce classifieur de case à cocher, donc deuxième intelligence artificielle, deuxième modèle, juste pour savoir si c'est une case à cocher et de savoir finalement quel type de demande il s'agit. Troisième étape, puisque c'est pas fini, il faut qu'on aille classifier, en fait, finalement, parce qu'à un moment, il faut quand même arriver à les classer, ces pages. Et donc, il y a des pages qui sont simples à classer. Alors déjà, toutes les pages qui sont normalisées, on les a déjà classées avant pour savoir quel est le type de dossier. Il y a des classes qui sont très simples à gérer, les pièces d'identité, parce que c'est quelque chose de très reproductible, et comme les chats, comme les chiens, une carte d'identité, ça se détecte bien vis-à-vis d'un passeport ou d'une carte de séjour. Ça, c'est simple.
Par contre, on en revient à la décision de divorce ou un état de rapport médical, etc., où il n'y a aucune constance dans la structure de document. Le sujet va être beaucoup plus difficile et donc là, on va faire ce qu'on appelle de la mise en concurrence d'intelligence artificielle qui vont travailler, alors je ne vais pas vous donner le détail, mais qui vont travailler dans leur coin d'une certaine manière, avec des graphes de position de texte, des graphes de contenu des textes. C'est-à-dire que le sens de lecture d'un document va avoir son sens et on peut apprendre à des IA à reconnaître une typologie de document grâce au sens de lecture des blocs. Et à l'intérieur de ce qui est écrit, on va pouvoir avoir des analyses sémantiques assez classiques, historiques, comme le TF-IDF, pour qui ça parle. Et une troisième qui est vraiment le scan et l'image. Est-ce que la typologie de l'image peut nous aider à classifier? Si on prend une seule de ces IA, on arrive à des mauvais résultats. L'idée, c'est en parallélisant le nombre de modèles qui vont nous donner des informations et des propositions sur la classe, alors on arrive à fusionner un modèle qui va avoir des bons résultats parce qu'on aura cumulé la manière de voir, la manière d'analyser, la manière d'extraire les caractéristiques du document pour le classifier. Et une fois qu'on a fini la classification, je promets, c'est bientôt fini, c'est bon. On arrive au bout. On arrive au bout de la troisième étape qui est l'extraction d'informations. L'extraction d'informations, finalement, c'est un peu comme l'histoire de la case à cocher. Il faut savoir exactement à quelle page je suis, et il faut que j'en sois certain. Et si je suis certain que c'est la bonne page dans laquelle je dois aller chercher de l'information, c'est relativement simple. On a les coordonnées, on fait du réalignement, on fait de l'OCR, on fait du crop, et puis on fait de la distance, et on va chercher en fait, les informations de type nom, prénom, date de naissance, extraction du code INSEE. On peut aller faire de la lecture de bande MRZ s'il y a besoin sur les documents d'identification, de pièces d'identité, etc., etc. Finalement, c'est presque la partie la plus simple parce que c'est celle qu'on maîtrise depuis longtemps. La problématique, c'est le manuscrit. Et là, on a besoin en fait de faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc en fait, on réentraîne les modèles qui savent déjà faire du manuscrit sur les datasets du département parce que les modèles qui sont généralistes ont de base assez de mal à projeter le fait que Lucas, ça soit Lucas, que Léna ou Léa, ça soit Léna ou Léa. D'ailleurs, un humain face à ça va avoir probablement une difficulté à savoir lequel c'est. Donc il va tester et puis il va avoir dans le système. Donc en fait, ce système-là n'automatisera pas tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de positionner les prédictions et les extractions et les propositions. Ça ne va pas directement faire les choses, ça va juste dire voilà le dossier constitutif, vous avez les scans, voilà, et ben moi j'ai considéré que c'était un dossier à pas, j'ai considéré que cette première page, c'était la page de demande en page 0, la page de garde, que ça c'est la page 1, je les trie et je vous les mets dans l'ordre, même si l'alias était différente, et vous avez en fait au-dessus les classes, voilà, éléments d'instruction ou information principale, et l'utilisateur va pouvoir à la fin décider pour remodifier si jamais la proposition n'est pas la bonne. Une fois qu'on a la décision d'une classification, alors on peut effectivement aller chercher l'information qui est manuscrite, alors qui est cachée évidemment, qui est manuscrite, et s'apercevoir d'ailleurs que le système peut se tromper. Ici, on a un Codine et non pas le Claudine. On sait que c'est Claudine, même si on pourrait se poser si c'est Claudiu, bon bref, peu importe, mais on se dit ok, c'est Claudine. Et donc là, l'utilisateur va dire ah tiens, en fait, il y a une petite erreur, je vais juste modifier. C'est donc ce que je veux indiquer, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, on est plutôt sur de l'aide à la décision plutôt que de l'automatisation, mais qui fait gagner énormément de temps parce que le travail a été pré-mâché. En conclusion, sur les points à retenir, en fait, sur ce type d'expérimentation et de mise en place en termes de use case, on n'a jamais une IA. Ça n'existe pas, une IA. Une IA qui fait ceci, une IA qui fait cela. On est toujours sur une analyse précise des processus pour aller de manière détaillée, voir les endroits sur lesquels l'étape peut être enrichie via l'entraînement de un ou n modèles. C'est-à-dire que même pour une étape, on s'aperçoit qu'il est plus rentable, si on veut avoir de la qualité et de la performance, d'avoir plusieurs IA qui vont avoir des objectifs différents et sur lesquels on va cumuler
et peut-être même mettre en concurrence ces différentes IA pour pouvoir avoir un résultat de bonne qualité à la fin. Data, data, data et data, bon, ça on sait tous maintenant que pas de data, pas d'IA, mauvaise data, mauvaise IA. Et donc, toute la difficulté, comme partout dans les collectivités, c'est de récupérer la data, ce qui n'est pas forcément simple. La data, on s'aperçoit quand on veut faire un exercice comme ça qu'en fait, elle n'est pas au département. Elle est chez le prestataire qui gère la GED et sur qui on va devoir demander des extractions, mais en fait c'était comme pas prévu dans le marché, et puis comme ils savent pas trop, puis en fait ils ont peut-être pas le droit, puis on s'aperçoit que mais dans le contrat on peut peut-être pas récupérer les scans, et que en fait ils savent pas où c'est, et puis donc la base de données. Bref, il y a des gros travaux à faire en amont quand on est sur un use case comme ça, de savoir où va être la data, de quelle qualité elle va être, et encore une fois, on revient sur les sujets de la data. Le troisième point, c'est, comme partout aussi, la difficulté d'avoir les bons interlocuteurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler. Alors là, je vous le dis, vu de ma fenêtre de prestataire, de savoir quelle est la ligne directrice et de constituer des groupes de travail et des groupes projets, on va dire consistants dans le sens consistant dans le temps, consistant par rapport aux personnes qui sont à l'intérieur. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais quand même c'est super important. Parce que sinon en fait on perd du temps par rapport au planning. Et puis surtout, il faut vraiment bien garder en tête que l'IA c'est de l'incertitude. Quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais 100% de résultats, et donc l'engagement qu'il peut y avoir sur ce genre de projet ne peut pas être à 100%, ce qui pose peut-être des problèmes, parce qu'il va falloir qu'on prévoit quand l'IA, c'est pas si l'IA se trompera, c'est quand l'IA se trompera. Ça se prévoit, c'est pas très grave, et puis après tout, les humains aussi se trompent sur la classification, sauf que l'erreur est humaine, et donc on accepte plus facilement l'erreur d'une personne qui a mis le mauvais document dans la mauvaise classe, alors qu'on a un engagement contractuel, entre guillemets, que le système ne fera pas d'erreur. Et donc en fait ce sont des grands engagements qui, d'un point de vue prestation et marché, je parle même de la problématique de l'achat de l'IA dans le code des marchés publics, qui pose un problème en termes d'engagement et de garantie. C'est un débat qu'on pourra ouvrir, je pourrais passer une journée sur le sujet. Mais voilà, rappelez que l'incertitude de l'IA fait qu'il est primordial de laisser sur ce genre d'opération une validation supervisée humaine pour garantir qu'il n'y a pas eu d'erreur, et puis le cas échéant, modifier les résultats, et d'ailleurs qui permettra d'améliorer les modèles par la suite. Pour finir, 4 autres exemples très concrets. On va redescendre quand même dans le LLM, ce qui permettra de faire la transition juste après. Des exemples très concrets sur lesquels on a travaillé ou on a entendu parler, on a déjà fait des protos ou travaillé sur le monde de la collectivité. La rethématisation des archives de courriers postaux. En fait, quand on fait une migration des courriers qui peuvent rentrer dans une collectivité, le plan de classement vaut ce qu'il vaut. Et souvent, malheureusement, il n'est pas forcément extraordinaire. L'idée, c'est de dire, tiens, puisque les IA comprennent sémantiquement les textes, et si je lui demandais de dire tiens, voilà un courrier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est par rapport à mon plan de classement? Est-ce que c'est relatif au sport? Est-ce que c'est relatif au tourisme? Est-ce que c'est relatif à un problème de construction? Enfin, j'en sais rien, etc. Tout arrive. Est-ce que c'est un contentieux? Est-ce que ça a déjà été abordé dans la base de connaissances? Est-ce que tout ça? Donc les IA sont plutôt bonnes là-dessus, et avec évidemment les nouveaux modèles de langage, on est encore plus dans l'analyse sémantique profonde qui peut aller donner des résultats meilleurs là-dessus. La détection des conflits d'intérêts pour l'implication des élus dans les votes, ça c'est un sujet qui est assez qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on ne sait plus forcément là où les élus ont des implications, et donc de pouvoir aller confronter 2 bases de données peut être intéressant à aller fournir de l'information qui est difficile à obtenir. La création automatisée de résumés pour les déplacements des élus. Il y a énormément de données et de savoir dans les collectivités. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à un modèle de faire un petit résumé en disant l'élu va se déplacer à tel endroit, fais-moi un résumé de situation par rapport à toutes les infos que tu as sur cet endroit. Et puis le dernier, c'est l'interrogation en langage naturel des bases de délibération.
Parce qu'en fait, on peut aller plus facilement trouver des informations par rapport à une base qui est quand même assez abscon la plupart du temps et qui est quand même très difficile à obtenir en termes d'informations. Cette fois, c'est sûr, c'est bon, j'ai fini. Tout ça a un coût. J'insiste vraiment sur le sujet, surtout des LLM. On a basculé dans un monde où ça paraît logique et normal d'avoir un petit modèle à 7 milliards de paramètres. Non, ce n'est pas normal d'avoir un petit modèle à 7 milliards de paramètres. 7 milliards de paramètres, c'est gigantesque, c'est énorme. Derrière, il y a des conséquences environnementales sur la consommation de tout ça, sur le prix. Et donc, ne sortons pas les bazookas pour quelque chose qui a besoin d'une petite tapette à mouche en termes de use case. Voilà, merci. Je vous laisse la suite au niveau des LLM justement de la journée. Merci Jean-Paul.